cancer de la peau, troubles cutanés, aggravation de l'endométriose d'une part, équilibre émotionnel, bonne santé cardiovasculaire et régulation de la thyroïde d'autre part, comment est-ce qu'on peut attribuer à la fois de tels bienfaits et de tels méfaits au soleil? Et est-ce qu'il est possible de ne profiter que de ces bienfaits? Et si oui, comment? C'est ce qu'on va démêler ensemble dans cette vidéo. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Nilan, praticienne en naturopathie, et sur ma chaîne, je vous parle de bien-être physique, mental et émotionnel. Alors, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. J'insiste sur ce point parce qu'il est vraiment très important. La majorité d'entre vous ne sont pas encore abonnés à ma chaîne parce que oui, je vous vois. Alors allez-y, cliquez maintenant. Et si c'est fait, on peut commencer. Les effets du soleil sur la santé, c'est vraiment un vaste sujet. On entend énormément d'informations qui sont plus ou moins contradictoires et surtout qui sont plus ou moins prouvées scientifiquement. Il y a plein d'études qui vont démontrer les méfaits du soleil sur la santé, mais il y en a tout autant qui prouvent ses bienfaits. Donc comme quoi, on trouve vraiment ce qu'on cherche. Alors, on va commencer par le commencement. Ce qu'il faut savoir, c'est que les rayons solaires se décomposent en plusieurs types de rayonnements et il y en a 3 qui nous intéressent principalement. On a d'abord les ultraviolets qui sont composés des UVA, des UVB et des UVC. Ils sont invisibles à l'œil nu et ils peuvent être responsables du vieillissement de la peau et de ses lésions. Ce qu'il faut savoir par contre, c'est que les UVC normalement ne parviennent pas jusqu'à nous. Ensuite, on a les rayons thermiques qui sont aussi appelés rayons infrarouges. Ils sont aussi invisibles à l'œil nu et ils sont responsables de la sensation de chaleur sur la peau. Et enfin, on a la lumière visible qui représente la majorité des rayonnements solaires. Et pour se pencher un petit peu plus sur le sujet des UV, si on sait qu'ils peuvent faire de gros dégâts sur la peau, il semblerait qu'ils aient également une action régulatrice sur le corps humain. Donc on va noter par exemple l'activation du métabolisme de base, la diminution de la tension artérielle, la diminution de développer des maladies de type Alzheimer ou un déclin cognitif, la diminution des risques de maladies auto-immunes comme le diabète de type 1 ou la sclérose en plaques, et on note aussi des propriétés antimicrobiennes et antifongiques. C'est pour ça qu'on dit qu'au printemps, il faut toujours exposer à minima ses oreillers, voire son matelas et ses couettes si on en a la possibilité, au soleil pour éliminer tout ce qui est type acarien, candida et bactéries en tout genre. Alors pour commencer, je vais vous présenter 9 interactions méconnues du soleil avec la santé que personnellement je trouve vraiment fascinantes. Et en premier lieu, est-ce que tu savais que les UV permettent une meilleure santé thyroïdienne? La thyroïde, c'est une petite glande qui se trouve ici et qui est responsable de plein de processus dans le corps. Et la raison pour laquelle les UV permettent une meilleure santé thyroïdienne, c'est qu'ils aideraient l'organisme à mieux fixer l'iode. L'iode, c'est un microélément qu'on peut trouver dans l'alimentation et qui est une condition sine qua non de la bonne santé thyroïdienne. Et on peut tout simplement vérifier ça à l'aide d'une prise de sang. On remarquera de cette manière une fluctuation saisonnière de la TSH et de la T4. Ce sont des marqueurs sanguins thyroïdiens. Et effectivement, le célèbre naturopathe Robert Masson insistait sur l'importance de l'héliothérapie, qui est le soin par une exposition au soleil santé, surtout pour nos amis hypothyroïdiens. Ensuite, je suppose que tu as remarqué que quand le soleil brille, globalement, on a un meilleur moral et la vie paraît plus belle. Ça s'explique par une production accrue de sérotonine et d'endorphine. Et ça, on le doit aux UVB. Par la stimulation de la production de ces hormones, ils nous aident à augmenter la sensation de détente et à réduire les douleurs et les inconforts. Et une autre information fascinante sur le soleil, c'est qu'il nous aide à avoir un microbiote au top. Comme tu le sais, le microbiote, c'est l'ensemble des micro-organismes bénéfiques qui assurent notre bonne santé. Alors, tu as sûrement déjà entendu parler de la flore bactérienne intestinale, mais peut-être que tu ignorais que notre peau était également recouverte de cette flore. Alors, ce n'est pas exactement la même, la composition est légèrement différente, parce que les rôles sont différents, mais globalement, pour avoir une peau en bonne santé, il faut avoir un bon microbiote cutané. Eh bien, on s'est rendu compte que les UV boostent la bonne santé de notre microbiote cutané. Et comme les choses sont bien faites, un microbiote performant va aider notre peau à se protéger des UV. Est-ce que tu savais que t'exposer au soleil tous les jours pouvait t'aider à réduire les risques de développer des troubles cardiovasculaires? Ça s'explique par l'augmentation des taux d'oxyde nitrique en réaction à l'exposition aux UVA. Ok, c'est un nom qui est un chouïa barbare, mais en gros, c'est un gaz qui est naturellement présent dans le corps et qui cache des bienfaits assez surprenants sur le système cardiovasculaire, mais aussi sur notre immunité et sur le métabolisme. Ensuite, on va faire un petit point sur les rayons infrarouges et leurs effets. Et on peut dire qu'ils ont un véritable effet détox naturel. Ils vont pénétrer profondément dans la peau et atteindre les cellules et même les mitochondries. Et en gros, ce que ça veut dire, c'est que ça va augmenter l'activité des cellules de la peau, ça va activer la sudation et surtout, ça va permettre d'accélérer la dissolution des tissus pathologiques. Donc en gros, ça va aider notre peau à éliminer tous les déchets. Donc sachant que la peau est un organe d'élimination, booster ses capacités d'élimination nous permettra un effet de détox. Ensuite, la chaleur générée au niveau de la peau aide à la synthèse de la vitamine D. La chaleur générée va dilater les vaisseaux sanguins et activer la microcirculation. Et enfin, ces rayons vont activer la fonction endothéliale. Pour résumer,
la fonction endothéliale, ça désigne tout simplement l'ensemble des rôles joués par l'endothélium. Et l'endothélium, c'est la fine couche de cellules qui tapissent l'intérieur des vaisseaux sanguins. Cette fonction endothéliale, elle va donc réguler la vasodilatation, la vasoconstriction, l'inflammation, la coagulation, et par là, elle contribue à maintenir un équilibre vasculaire et cardiovasculaire. Donc, en plus de tout ça, les rayons infrarouges vont abaisser la fréquence cardiaque et la pression sanguine et augmenter l'oxygénation en améliorant la respiration. Et comme si ça suffisait pas, ils ont un effet antalgique direct sur les terminaisons nerveuses. On constate même que les rayons infrarouges proches pourraient stimuler la production de mélanine dans les mitochondries de la peau. Ça va réduire les dommages potentiellement causés par les UV, augmenter la production de collagène, aider à la réparation des tissus et moduler l'inflammation. C'est la raison pour laquelle la photobiomodulation pourrait améliorer certaines conditions comme les allergies, l'hypothyroïdie, les problèmes de sommeil, les douleurs chroniques, la dépression, la démence, les cancers, la performance ainsi que la récupération physique et les maladies cardiovasculaires. Wow. Et d'ailleurs, si tu veux les sources de tout ça, je t'ai mis les liens dans la description. On va maintenant passer aux rayons lumineux. Quand on ne porte pas de lunettes, les rayons lumineux vont atteindre la rétine et ils vont stimuler le système nerveux et hormonal via l'hypophyse. La rétine capte la lumière, la transforme en influx nerveux et l'envoie directement à la glande pinéale. Et en gros, ce que ça va faire, c'est que ça va permettre de réguler les cycles éveil-sommeil. Ça s'explique par le fait que la glande pinéale va réagir à l'alternance lumière-noirceur et produire plus de mélatonine la nuit. Jour, nuit, jour, nuit. Et c'est vraiment super important parce qu'un manque de luminosité réduit la fonction de la glande pinéale, ce qui peut provoquer vraiment plein de soucis comme des troubles du sommeil, des troubles de la fertilité, une prise de poids ou encore une puberté précoce. Et juste avant, on parlait de la mélanine. C'est un pigment qui est produit par l'organisme pour servir d'écran solaire naturel en bloquant les photons UV. Mais on se rend maintenant compte qu'elle a également un effet régulateur de l'homéostasie de l'épiderme, donc de son équilibre, mais aussi un effet antioxydant et probablement un effet antimicrobien. Ça implique globalement un effet anti-vieillissement et anti-acné. Et enfin, on sait tous que le soleil permet la synthèse de la vitamine D. Mais c'est pas aussi simple que ça. Si l'indice UV est inférieur à 3, cette synthèse ne se fait pas. Et une astuce très simple pour savoir si on synthétise de la vitamine D, c'est simplement de regarder son ombre. Si l'ombre est plus courte que nous, on synthétise de la vitamine D. Si elle est plus longue que nous, on n'en synthétise pas. Et par ailleurs, ce n'est pas systématique. On n'est pas égaux en termes de capacité de synthèse. Par exemple, on note des taux de vitamine D qui sont significativement plus bas chez les personnes obèses. Et il y a plein d'hypothèses pour expliquer ça. On pensera notamment à une dilution dans un volume sanguin qui sera augmenté, une séquestration de cette vitamine qui est liposoluble dans les tissus adipeux, ou encore un mauvais fonctionnement du foie qui empêcherait une synthèse correcte. Et la dernière information que je trouve vraiment fascinante va concerner l'endométriose. Écoutez bien parce que c'est vraiment important et ça pourrait aider plein de jeunes femmes. On sait maintenant que le soleil peut avoir comme effet de stimuler l'activité folliculaire. L'activité folliculaire, c'est simplement l'activité qui se passe dans les follicules, qui sont des petites poches de notre corps. Pour donner des exemples, on a par exemple les follicules pileux, qui régulent le cycle de croissance de nos cheveux, mais également les follicules ovariens, ce qui fait référence au cycle de développement de nos ovaires. Et il y a plusieurs maladies qui ont des composantes folliculaires, et les femmes sont généralement les plus concernées. Parce que dans les maladies à composantes folliculaires, on va retrouver l'endométriose, mais également les fibromes utérins et d'autres types de troubles menstruels. Et on se rend maintenant compte qu'il y a un lien de corrélation entre le nombre de coups de soleil qu'on a pris dans l'enfance et le début de l'adolescence, et le risque de développer des troubles folliculaires à l'âge adulte. Et encore une fois, Robert Masson en avait parlé, en mettant en garde contre ce risque. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut éviter à tout prix le soleil pour ne pas développer d'endométriose ou de troubles folliculaires, mais simplement adopter une bonne conduite face au soleil, en profitant de ses bienfaits, mais en évitant à tout prix les coups de soleil. Et pour les femmes qui sont déjà atteintes d'endométriose ou de troubles de ce genre, il faudra vraiment être très prudente dans la conduite face au soleil. Et c'est de ça dont je vais te parler maintenant. Quelles actions mettre en place pour profiter au maximum des merveilleux bienfaits du soleil tout en s'en protégeant efficacement. Et avant de passer à la suite, je t'invite à me dire en commentaire si tu as trouvé ça intéressant et si tu as appris des choses. Ça m'aiderait vraiment beaucoup de le savoir parce que ça peut m'aiguiller sur les prochains sujets de vidéo. Et on va donc maintenant répondre à cette question épineuse: comment profiter des bienfaits du soleil sans mettre en danger sa santé? Alors déjà, sache que c'est possible. Ça peut demander une certaine organisation, mais globalement rien d'insurmontable. Déjà, entre mai et octobre, on va éviter les expositions prolongées. Mais on va quand même privilégier des expositions entre 10 et 14 heures. Oui, je suis d'accord, ça va à l'encontre de ce qu'on entend partout. Mais sache que t'exposer 10 à 20 minutes, bras nus, sans crème solaire et sans lunettes de soleil, sans rester statique, ne t'apportera que des bienfaits. En hiver, on prendra plutôt le soleil à midi, à l'abri des intempéries, mais toujours par exposition directe aux rayons lumineux. Et si l'exposition solaire n'est pas possible ou pas suffisante, tu peux te diriger vers des saunas infrarouges. Et je t'invite
t'invite également à te procurer une lampe de luminothérapie. D'ailleurs, c'est exactement celle que je suis en train d'utiliser pendant cette vidéo. J'ai acheté celle-ci, elle n'est pas chère du tout en comparaison de sa qualité. Ça fait 3 ans que je l'utilise, à peu près 8 mois sur 12 et elle est parfaite. Je te mets la référence en description. Pour ce qui est de la synthèse de vitamine D, essaye d'exposer à minima tes mains et ton visage 15 minutes par jour. Évidemment, plus la surface de peau est grande, moins longtemps on aura besoin de s'exposer. Et pour ce qui est des personnes âgées et des enfants, on va privilégier une exposition répétée plutôt que prolongée. Et quant à l'épineux sujet de la crème solaire, on va préférer un écran solaire à base d'oxyde de zinc non nano, donc sans nanoparticules, si jamais on prévoit une exposition prolongée, statique ou avec baignade. Si par contre on compte alterner ombre, soleil, sans rester statique, on peut privilégier le port d'un chapeau à large rebord avec des vêtements qui couvrent relativement bien. Par contre, on tiendra toujours compte de son type de peau et de sa tolérance. Il y a des peaux qui prennent le soleil beaucoup plus vite que d'autres, donc là il s'agit simplement d'une question de bon sens. Et maintenant on va passer au plus intéressant, comment protéger sa peau de l'intérieur et comment anticiper les expositions au soleil. Alors tout d'abord, avant un bain de soleil, on va privilégier un repas frugal, c'est-à-dire assez léger en évitant l'alcool, les aliments très riches en protéines, en sucre ou en farine raffinée. On va plutôt apporter à son organisme un maximum d'antioxydants via une alimentation riche en fruits et légumes frais, en noix, en graines et en bons gras. L'idéal ce serait aussi de se supplémenter en antioxydants. Moi de mon côté, pendant 2 mois, généralement ce que je fais c'est que je prends une cure de vitamine E et de bêta-carotène et par ailleurs je me supplémente aussi en vitamine C pour lutter contre l'oxydation des cellules et l'altération de l'ADN. Mais sinon la spiruline c'est aussi une source de bêta-carotène très intéressante et elle contient aussi de la provitamine A qui va d'ailleurs participer au mécanisme de bronzage de la peau. Elle est super intéressante pour son effet antioxydant et c'est bien de la prendre à peu près 1 mois avant l'exposition au soleil. Mais ma plante préférée pour l'été, ça reste encore et toujours l'urucum. Ça fait des années que je vous en parle parce que l'urucum c'est une plante qui est extraordinairement riche en bêta-carotène et plus particulièrement en bixine. Pour vous donner un ordre d'idée, elle est à peu près 100 fois plus riche en bêta-carotène que le jus d'orange. Et à l'origine, elle était utilisée par les natifs amérindiens pour se protéger la peau du soleil mais aussi des moustiques. Et ce que je trouve personnellement très intéressant, c'est qu'elle permet de supprimer, genre complètement, la lucite estivale. Oh my god! Wow! La lucite estivale, c'est simplement une petite réaction allergique au soleil qui va provoquer des toutes petites cloques sur la peau. Moi, ça m'arrivait de temps en temps d'en avoir un petit peu sur les mains et quand je prends de l'urucum, ça disparaît en quelques jours. Et sinon, mon dernier complément indispensable, c'est tout simplement les oméga 3 parce que ça va tout bêtement aider à avoir la peau beaucoup plus résistante, beaucoup plus nourrie et globalement plus belle. Et si jamais tu veux savoir quels aliments manger pour faire le plein d'antioxydants, je t'ai fait une liste, tu peux la télécharger dans la description. Et ensuite, mon conseil, c'est de lâcher de temps en temps ses lunettes. Le manque d'exposition directe de la rétine à la lumière du soleil va favoriser la progression de la myopie. Ensuite, autre conseil, pour ce qui est des bébés, il faut savoir que la crème solaire est inefficace et déconseillée avant leurs 6 mois. Donc le mieux c'est de leur faire prendre des bains d'ombre pour les habituer progressivement aux rayons du soleil. Et de manière générale, on fera aussi très attention aux multiples produits photosensibilisants, donc qui vont rendre la peau plus sensible au soleil. Il y a plein de médicaments qui sont photosensibilisants, mais il y a aussi des plantes et des aliments. C'est généralement les plantes qui contiennent ce qu'on appelle des coumarines, ce sont des molécules aromatiques, comme par exemple la bergamote ou l'angélique, mais il y a aussi des plantes comme le millepertuis. Et enfin, dernier conseil, on évitera absolument le soleil dans les phases actives de certaines maladies comme l'herpès, le zona ou le lupus. Et pour ce qui est des maladies cardiaques, rénales ou pulmonaires en phase active, on demandera toujours un avis médical avant de s'exposer. Et maintenant, ce que tu te demandes probablement, c'est comment choisir une bonne crème solaire. J'en ai pas trop parlé jusqu'à présent parce que pour moi, ce n'est pas systématique comme je l'ai expliqué un petit peu plus haut, mais plutôt choisi de manière intelligente selon la situation et le type de peau. Si je t'en parle en détail, je vais probablement faire une vidéo de 2 heures, alors je vais essayer de synthétiser. Par contre, si le sujet t'intéresse, tu peux me le dire en commentaire et je ferai une vidéo un petit peu plus détaillée, notamment avec les marques que je recommande le plus. En gros, il y a 2 types de filtres solaires. Il y a d'un côté les filtres chimiques et de l'autre côté les filtres minéraux. Mais je vais casser un mythe tout de suite, il n'y en a aucun qui est parfait, il n'y en a aucun qui n'a aucun effet indésirable potentiel. Les filtres chimiques vont pénétrer notre peau pour absorber les UV. Mais par contre, on se rend compte maintenant que certains filtres passent carrément dans le système sanguin et mettent un peu la pagaille dans nos hormones. Ça va avoir plein d'effets indésirables sur notre santé et par ailleurs quand on se douche, ça passe dans les canalisations et ça finit par polluer les écosystèmes aquatiques. Et je te parle même pas de l'état des océans et des mers quand on se baigne dans l'eau avec des filtres comme ça. En description, je t'ai mis la liste des composés à éviter absolument et pourquoi il faut absolument les éviter. Mais c'est pas pour autant que les filtres chimiques sont tous à bannir. Il y en a qui sont très bien et très sûrs d'utilisation. Par exemple, c'est pour ça que moi j'utilise la gamme solaire Garancia depuis l'année dernière. Ils utilisent des filtres chimiques, mais ils sont très safe parce qu'ils sont résistants à l'eau et aucun de ceux qui sont utilisés ne sont controversés. Et par ailleurs, la liste des ingrédients est vraiment
très bien. Mais je te disais avant que les filtres minéraux ne sont pas pour autant plus safe que les filtres synthétiques. En gros, il y a deux types de filtres minéraux. Il y a le dioxyde de titane et l'oxyde de zinc. Et je pense que tu as déjà été confronté à ça. Souvent, les crèmes solaires minérales, elles donnent un effet blanc qui est assez désagréable. Pour essayer de résoudre ce problème, il y a des marques qui ont essayé de réduire la taille de l'oxyde de zinc et du dioxyde de titane en les réduisant en des particules vraiment très très petites, ce qui a été appelé particules nano. Sauf qu'ils ont créé des particules qui sont tellement petites qu'elles sont capables de pénétrer la barrière de la peau et de pénétrer également dans notre système sanguin. Et ça fait pas mal de dégâts. Je vais te donner un exemple. Il y a des tests en éprouvette qui ont été faits, qui ont montré que le dioxyde de titane est capable de créer des formations de type cancéreux. Voilà, ça devrait t'inciter à éviter les nanoparticules maintenant. Et pour ne rien arranger, il semblerait, c'est pas sûr, mais il semblerait que le dioxyde de titane aurait tendance à absorber les rayons UV plus qu'à les refléter. Donc en conclusion, il vaut mieux se rabattre sur l'oxyde de zinc, non nano, parce qu'il est manifestement plus safe et mieux toléré par les peaux sensibles et acnéiques. J'ai repéré quelques crèmes solaires qui ont l'air vraiment bien, je te les mets à l'écran. Donc pour finir, il faut retenir que l'héliothérapie préventive devrait faire partie de l'hygiène de vie de tout le monde. C'est un facteur de santé qui est indispensable, que tout praticien de santé devrait encourager. Mais comme pour tout, il y a des règles de bonne pratique que je t'ai expliquées juste au-dessus. Et pour ce qui est des protections solaires, vraiment, je ne fais de l'apologie d'aucune protection en particulier. Pour le moment, la mienne va vers Garancia, mais c'est surtout parce que je n'ai pas eu l'occasion de tester d'autres protections solaires. Et pour ce qui est de la santé, on ne pourra avoir une héliothérapie saine et préventive que en ayant une alimentation et une hydratation qui sont adaptées. Donc ça veut dire connaître ses besoins alimentaires et d'hydratation, connaître son besoin en antioxydants, parce qu'on n'a pas tous les mêmes besoins selon son terrain naturopathique, et si vous vous sentez un petit peu perdu et que vous ne savez pas vraiment par quoi commencer, et surtout que vous avez un peu la flemme de faire 15 000 recherches, vous pouvez simplement cliquer sur le lien qui se trouve dans la description. Je vous en dis un petit peu plus. En attendant, j'espère que vous avez appris plein de choses. Si jamais c'est le cas, je vous invite vraiment à liker cette vidéo, ça va vraiment m'aider pour savoir que ça vous a plu, et surtout pour soutenir mon travail. Peut-être à laisser un petit commentaire, et surtout à vous abonner, parce que c'est ça qui m'aide le plus. Alors je vous dis vraiment merci, et je vous dis à très bientôt.